Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Cette semaine, plongée dans les secrets de Marseille. Malgré sa mauvaise réputation, la cité phocéenne est devenue en quelques années l'une des métropoles les plus branchées de l'Europe. Un apport de clientèle internationale, ça a fait venir beaucoup de monde dans le quartier. Et il y a les Marseillais qui redécouvrent leur ville aussi. Gastronomie, clubs privés, hôtels de luxe, 5 millions de touristes affluent chaque année pour découvrir les charmes de la deuxième plus grande ville de France. C'est tellement beau. C'est la plus belle ville que l'on puisse voir depuis la mer. Une aubaine pour les professionnels du tourisme. On est vraiment dans la carte postale. 19 km de côte, que du plaisir. Mais aussi pour les agents immobiliers qui ont flairé la bonne affaire. Moi, je vis complètement ce renouveau. C'est vraiment depuis que Marseille est dans cette nouvelle dynamique qu'on trouve nos clients. Alors, la vitalité économique de Marseille profite-t-elle à toutes les couches sociales de la population? Je suis en train de changer Marseille, c'est plus Marseille. Moi, je ne descends plus en ville parce que je ne me reconnais plus. Car ce renouveau de la ville se ferait au détriment de certains quartiers. À commencer par les cités gangrénées par le trafic de stupéfiants. Rien qu'en 2016, 29 règlements de compte ont été dénombrés, un record depuis plus de 30 ans. Quand on meurt si jeune, c'est du gaspillage, c'est un gâchis pour tout le monde. Parce qu'à 20 ans, on ne devrait pas mourir, quoi. Alors à quoi ressemble vraiment le quotidien de ceux qui vivent dans ces quartiers dits défavorisés? Un triple meurtre au sein d'une cité. La supérette il y avait beaucoup de monde, donc c'était tout le monde qui pouvait mourir. C'était dramatique. Vous allez voir que certains aident les jeunes à se défendre dans cet univers baigné par la violence. Les gars, c'est nécessaire de savoir se battre dans notre quartier. Oui. D'autres se mobilisent pour leur offrir un avenir professionnel et les aider à s'insérer dans la vie active. Ce que je veux leur transmettre, c'est peu importe l'orientation qu'ils vont choisir, mais c'est de croire en eux. Entre rage de vivre et désespoir, opulence et solidarité, enquête dans les secrets de Marseille, la ville aux deux visages. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Chaque semaine, notre équipe de journalistes se rend sur le terrain pour décrypter un phénomène de société, une nouvelle tendance ou dévoiler les coulisses d'un lieu mythique. Pour ce numéro, nos équipes ont enquêté dans les secrets de Marseille, la ville aux deux visages. Ce n'est un secret pour personne. Depuis toujours, Marseille souffre de sa mauvaise image. Ville dangereuse, gangrénée par les trafics et les règlements de compte, il ne se passe pas une semaine sans qu'elle fasse la une des faits divers. Une économie parallèle s'est même organisée, celle du trafic de stupéfiants. Et vous allez voir que ce business entre caïds de la drogue peut aller très loin. Pourtant, malgré la peur, les habitants de ce quartier ont décidé de briser la loi du silence et ont accepté de nous parler de leur quotidien. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes qui refusent de baisser les bras? Quelle méthode emploient-ils pour recadrer les jeunes des cités à la dérive? Entre violence et désespoir, solidarité et système D, dans les secrets de Marseille, la loi des cités, c'est une enquête signée Florian Thomas. À l'ombre de Notre-Dame de la Garde et de ses beaux quartiers, existe une autre réalité, celle des quartiers nord de Marseille. Ici, vit un tiers de la population marseillaise dans des conditions souvent précaires. Je commence par qui? Sur la dalle de la cité Savine, dans le 15e arrondissement, une voix résonne. Plus je prends de l'âge, plus la vie elle est dure. Plus tu mets le prix. C'est celle de Foued Naba, un rappeur plus connu sous le nom de Koff. Aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans enregistre son nouveau titre, Maître Cohen. On a caché la coco dans le siège bébé. Arrivé à la douane, dommage, on s'est fait péter. Dois-je comprendre que le Seigneur est mauvais? Garde-moi là, c'est là, l'adjoint. C'est bon? Marseille est l'un des berceaux du rap français. Ce style musical, apparu dans les années 80, s'est toujours fait l'écho de la voix des cités. Il représente un exutoire et un refuge pour la jeunesse. La musique, ça t'occupe. Tu vois, ça t'occupe et voilà. Ça te pousse pas à faire certaines choses, je pense.
Peut-être que l'argent que j'ai mis dans le studio ou étant jeune, je l'aurais mis peut-être dans du shit. À l'heure actuelle, je fume pas, donc tu vois. Ou je l'aurais mis dans d'autres choses, tu vois. Les chansons de Foued sont autobiographiques. Il y raconte son quotidien d'enfant des quartiers. Les cités aujourd'hui, elles sont abandonnées. Et c'est malheureux. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui. Je pense, si tu veux mon avis à moi, ça n'est pas pour rien, en tout cas, dans tout ce qui se passe aujourd'hui à Marseille. Comme Foued, ils sont des milliers à vouloir crier leur détresse pour faire enfin bouger les choses. Avec 20 000 actes de violence recensés chaque année, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale, Marseille a une réputation de ville sanglante qui lui colle à la peau. À l'origine de ce problème, des quartiers populaires trop longtemps laissés à l'abandon, devenus le bastion de la criminalité, où les caïds de la drogue règnent en maître. Ce qu'on appelait jadis la mafia, aujourd'hui n'existe plus ou quasiment plus. Ça s'est transformé en ces trafics de stupéfiants hyper violents, très bien organisés, professionnalisés dans les cités. Le business de la drogue est devenu une véritable économie souterraine, avec chaque mois plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui transiteraient par les cités. Mais ce trafic a un prix, trop souvent celui de la vie. L'an dernier, 29 règlements de compte ont secoué la ville, un record depuis plus de 30 ans. Quand on meurt si jeune, c'est du gaspillage, c'est un gâchis pour tout le monde. Parce qu'à 20 ans, on ne devrait pas mourir, quoi. Mais à quoi ressemble vraiment le quotidien des hommes et des femmes qui peuplent ces quartiers? La drogue est-elle la seule issue possible pour ces jeunes pour sortir de la misère? Et surtout, que font les habitants pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants? Pour le comprendre, nous avons passé plusieurs jours dans les quartiers nord de Marseille. Comment on grandit dans ces quartiers? Comment on grandit? On grandit avec une optique qui s'appelle réussir ou mourir. Nous sommes allés à la rencontre des familles des cités les plus pauvres de France, là où le taux de chômage dépasse les 50%. La vie est dure dans ces quartiers, c'est difficile, il faut vraiment batailler pour arriver à s'en sortir. Mais comment s'en sortir par l'école lorsqu'un établissement scolaire sur 3 à Marseille serait délabré selon un rapport de l'inspection d'académie? Une situation qui provoque la colère et l'indignation de nombreux parents. On pense que l'argent est bien plus important pour eux que le bien-être de nos enfants. Vraiment, l'école est vraiment dégradée, les peintures n'ont pas été faites depuis des années. C'est vraiment une école qui est laissée à l'abandon complet. Mais certains refusent le fatalisme et s'activent pour offrir à ces jeunes un autre avenir. Voilà qui nous réunit chaque soir. Honneur. Honneur. Respect. Respect. Courage. Courage. Loyauté. Loyauté. 7, 2, 3. Plongé dans les secrets de la face cachée de Marseille. Notre enquête démarre à l'entrée des cités de Marseille. L'homme qui a accepté de nous y amener et décrypter pour nous leur code, c'est Marc Lamola, ancien policier de la brigade anticriminelle phocéenne. Trafic de drogue, règlement de compte, arrestation musclée. Pendant 20 ans, c'était son quotidien. Alors on va sortir du centre-ville de Marseille et on va se diriger vers les quartiers nord. Mon ancien terrain de chasse. C'est pas une légende, hein, tout le monde le sait. Et dans chaque cité marseillaise, il y a au moins un point de deal très actif. Marc Lamola nous amène à la cité de la Castellane. Construite en 1971, elle est minée aujourd'hui par la pauvreté et l'insécurité. Elle est réputée comme la plus importante plaque tournante du trafic de stupéfiants de la ville. Voilà, donc on remonte sur le boulevard Henri Barnier avec la Castellane sur la gauche, avec, on va voir, les guetteurs qui sont installés là. Là, il y en a un qui déambule sur la dalle là, avec sa casquette. Ils sont à l'entrée de la cité. Le but, c'est de prévenir tout le dispositif de l'arrivée des effectifs de police. Voilà, donc ils ont ce fameux cri « Ara, ara » où par téléphone portable, c'est plus facile, ils préviennent, donnent tout le dispositif de l'arrivée de gens hostiles. Selon la police marseillaise, le trafic de drogue qui prospère dans cette cité génère un chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 1 300 000 € par mois. Et ça va surprendre ce que je vais dire, mais l'État, quelque part, profite aussi des gains générés par le trafic de stupéfiants. Plus que les gens consomment, plus que les gens paient les loyers,
etc., etc. Et je cite souvent cet exemple-là qui est vrai. Hein. Un bailleur social m'avait dit à l'époque, chaque fois que vous faites tomber un petit deal de cité, pendant 1 ou 2 mois, les loyers sont pas payés. Ce policier, né à Marseille, parle de son métier comme d'une véritable vocation. Pourtant, l'année 2002 marque pour ce brigadier-chef la fin d'une époque. Cette année-là, l'État supprime la police de proximité. Je vous en prie. Je vous fais un café? Allez. Pour lui, cette décision rompt définitivement le dialogue entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers. Ça a profondément dénaturé le métier et aussi l'impact sur la société. Et comment vous l'avez vécu, ça? Moi, très mal. Très très mal. Alors au départ, j'ai essayé de résister. Avec mon sale caractère, j'ai essayé de faire front, et autant auprès de la hiérarchie administrative que judiciaire. Et donc, ça a été le pot de terre contre le pot de fer. Selon cet ancien flic, la lutte anticriminalité dans les quartiers se réduit à la répression. Lui, l'homme de terrain, a le sentiment de devenir un fonctionnaire qui doit appliquer la politique du chiffre et du résultat. Usé par 20 ans d'une profession qui a trop changé, il sombre dans la dépression. Réellement, le burn-out a été engendré par une overdose de saloperie, de côtoyer sans cesse la misère, qu'elle soit sociale, intellectuelle, la violence inouïe, pareil, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, sociale aussi, de côtoyer tout le temps ça. Mon côté humain et peut-être humaniste, hein, de pas peut-être arriver à gérer sur du très long terme tout ce que je voyais. À bout, le 14 février 2011, Marc Lamola envisage le pire. Et puis, comme tout policier qui reste seul avec son arme, parce que c'est aussi ça la solitude du flic, je me suis retrouvé donc ici comme un idiot, parce que je vois ça avec beaucoup de recul aujourd'hui. Et voilà, avec mon arme à la main, et voilà, je l'ai placé comme un idiot, je l'ai placé dans ma bouche. L'homme échappe à la mort in extremis grâce à son épouse qui l'empêche de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, sorti de la dépression, il a raccroché son uniforme et se consacre à sa nouvelle passion, l'écriture. Il sort son 5e livre. Cette violence des cités dont parle l'ancien flic a été illustrée récemment dans un film, Chouf. C'est chez nous ici, tu as compris? Sorti au cinéma en octobre 2016. Au cœur du scénario, trafic de drogue et règlement de compte. Et pour être au plus près de la réalité, le réalisateur franco-tunisien Karim Bridi n'a pas fait appel à des acteurs, mais à des jeunes des cités. Parmi eux, Foued Naba, le rappeur. Il est originaire d'Herbel. Avec 1200 logements sociaux, c'est la plus grande cité de Marseille. Moi, Rachid, on a grandi ici, dans ces blocs. Et voilà, on a passé notre enfance ici. Dans le film, Foued partage l'affiche avec ses amis Rachid et Ziné. Ils sont devenus aujourd'hui de véritables gloires locales. Il y a l'équipe au complet là, il est là le barbeau, hein. Là l'homme de main, malheureusement toi, il n'y a rien pour toi dans le film, hein. Bing bing. Ciao l'équipe. Le film, inspiré de faits réels, raconte la vie d'un jeune des quartiers qui rentre dans le business de la drogue pour venger son frère. Chouf, en arabe, signifie « regarde ». Dans ces cités, c'est également le nom donné aux guetteurs des réseaux de drogue. Mineurs pour la plupart, ils sont les premiers maillons du trafic de stupéfiants. Ils seraient rémunérés entre 50 et 80 € par jour. Pour un jeune, ça peut être une tentation, tu vois. C'est un jeune qui n'a pas de repères, qui a des parents qui ne leur achètent pas forcément tout ce qu'ils veulent ou quoi. Je sais pas, il se dit ouais, je vais aller rester là 2-3 heures, faire le chouf ou quoi, je vais te payer direct. Mais c'est sûr que dans les quartiers, les jeunes vont être tentés par l'argent facile. Et si Foued et Ziné ont accepté de jouer dans ce film, c'est non seulement pour raconter la réalité de leur quotidien, mais aussi pour prévenir les jeunes. Quand on a reçu le scénario, le premier truc qu'on a eu, on ne s'est pas dit c'est violent, on s'est dit non. Ça va être justement un rappel pour les jeunes. Tu vois le délire ou pas? Leur montrer comment tu commences, comment tu peux finir. Tu vois le délire ou pas? Voilà, ça sert à rien. Garder d'un chouf, tout le monde meurt. Il n'y a pas d'autre solution à part mourir à la prison. Donc c'est bien de continuer les études, essayer de trouver du travail. Je ne savais pas dans quoi on pouvait atterrir le lendemain. Regardez, moi, du jour au lendemain, je fais un film.
Si les acteurs de Chouf tiennent tellement à faire de la prévention auprès des jeunes des quartiers, c'est parce que ces règlements de compte dont parle le film de Karim Dridi sont devenus monnaie courante. En 2016, 29 personnes ont perdu la vie à Marseille dans ces conflits liés à la drogue, soit l'année la plus sanglante depuis plus de 30 ans. Et l'une des cités qui fait régulièrement la une des pages de faits divers, c'est Bassens. Situé dans le 15e arrondissement, ce quartier est secoué depuis quelques années par des actes violents sans précédent. Tout démarre en 2011, le soir de Noël. 3 hommes sont tués par balle, dont un certain Sonny Albarello, âgé de 20 ans. Un règlement de compte entre 2 bandes rivales. En 2015, les 3 présumés meurtriers sont condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. L'affaire pourrait s'arrêter là. Pourtant, 1 an après cette condamnation, en avril 2016, Lenny Albarello, le frère de la victime, se serait vengé à son tour lors d'une exécution d'une rare violence. Il est 22 h quand une fusillade éclate dans la supérette du quartier. Zara habite l'appartement juste au-dessus et 1 an après les faits, elle se souvient avec émotion de cette nuit-là. Donc j'étais en train de regarder la télé et on entend un gros bruit comme s'il y avait l'immeuble, il allait s'écrouler, comme un attentat. On a vécu la même chose qu'un attentat. Ce soir-là, un commando lourdement armé fait irruption dans cette petite épicerie où une quinzaine de personnes adultes, comme enfants, regardaient un match de foot. Les assaillants criblent de balles 3 personnes. On a tapé à la porte, il n'y avait personne qui ouvrait. On s'est dit, ils sont tous morts. On a fait le tour par l'entrée principale et là, des corps allongés au sol, pleins de sang. Et on était paniqués, donc on a chacun regardé si c'était pas un des siens, voilà. Et du coup, c'est nous qu'on a dû recouvrir les jets. Je suis remonté à la maison, récupérer des draps pour recouvrir les corps. C'était dramatique. Je pense que personne n'a vécu ce drame-là, un triple meurtre au sein d'une cité. La supérette il y avait beaucoup de monde, donc c'était tout le monde qui pouvait mourir. Moi aussi, je descendais acheter quelque chose et voilà, je pouvais y passer. C'était dramatique. Début 2017, Lenny et ses associés sont mis en examen pour ce second triple meurtre. Au même moment, à la cour d'assises de Draguignan, s'ouvre justement le procès en appel de l'assassinat dont son grand frère a été victime. Dans le box des accusés, 3 hommes. Sami Hati, qui serait le commanditaire, et les frères Laribi, qui auraient empoché 150 000 € pour exécuter les 3 victimes. Mais pour le père des accusés, Abbès Laribi, il y a erreur sur la personne. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du procès? Qu'ils sortent la vérité, qu'ils sortent ces innocents de cette galère. Ça fait 5 ans qu'on est dans la galère, toute la famille, on souffre tous. Toute la famille, on souffre. On comprend les victimes, les parents des victimes, on comprend tout ça. Mais c'est pas bon prendre les premiers innocents qu'on les met dedans pour calmer l'opinion publique, pour pas tout mélanger. Il n'y a aucune preuve, il y a des témoins sous X, ils se contredisent. On les coupables, on les a mis là et c'est des gosses qui ne savent même pas ce qui leur tombe sur la tête. En face, les mères des 3 jeunes tués dans ce règlement de compte. Lors du procès, à la barre, elles ont brisé la loi du silence qui règne dans ces quartiers-là où les familles des tueurs côtoient celles des victimes. Maître Ferlot, avocat des parties civiles, a dû lui aussi faire face à cette omerta pour constituer l'affaire. Dans ce genre de dossier, il n'y a pas de témoin direct ou quelqu'un qui dit moi j'étais présent, je sais que c'est lui, etc. Ça ne marche pas du tout comme ça, puisque c'est le règne de la peur et de l'omerta, donc c'est tout par le travail d'enquête. Donc la difficulté, c'est de faire comprendre ça aux jurés. Il y a des témoins qui se sont désistés, même des témoins sous X, pour vous dire la puissance et la violence de ce dossier, et des témoins qui sont morts. Si l'affaire repose uniquement sur des témoignages, c'est parce que les assassins ont effacé toutes les preuves en utilisant un procédé très répandu dans les règlements de compte de la région, le barbecue marseillais. Pour mieux comprendre en quoi cela consiste, nous avons rencontré Denis Trocero, responsable du service police-justice de la Provence.
Vous allez bien? Très bien. Cette expression a fait florès, le barbecue marseillais. Elle a été évoquée dans l'affaire Laribi et dans bien d'autres affaires depuis. C'est simplement le fait de mettre le feu à des éléments de preuve majeurs pour les services de police. Et c'est vrai qu'en termes de police technique et scientifique, quand un véhicule, des armes et d'autres éléments de preuve ont été soufflés par le feu, on ne retrouve quasiment plus rien. Et évidemment, la police n'a peu de chances de remonter jusqu'aux auteurs. En 20 ans, le journaliste a vu le banditisme marseillais se métamorphoser. Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue ne cessent d'augmenter. La différence aujourd'hui, je pense, c'est une certaine banalisation des armes qui fait que tous ces jeunes de cité qui n'ont ni avenir ni projet ne savent pas où donner de la tête et que, en gros, leur avenir se joue entre le RSA et le trafic de stupes, qui donne de surcroît l'image à tous ces jeunes trafiquants qui vont pouvoir vivre comme les grands bourgeois marseillais et s'encanailler à leur façon jusqu'au jour où ils finissent en prison et quand ils ne finissent pas sous les coups de l'équipe rivale avec une espérance de vie qui va s'arrêter à 22 ou 23 ans. Le procès Laribi est l'illustration type de cette jeunesse perdue. 3 hommes de 20 ans 6 pieds sous terre et des familles brisées. Après une semaine de procès, 8 heures de délibération, le verdict tombe enfin. 25 ans de prison pour Mohamed Laribi et 10 ans de prison pour Mehdi, le petit frère. Fatia, la mère d'un des jeunes assassinés, sort de la salle d'audience soulagée. Elle hurle sa joie. Après 5 ans de bataille juridique, les assassins de son fils sont enfin condamnés. Toutefois, à la fin du procès, et par peur de représailles, les mères ont refusé de nous accorder une interview. Une autre maman a accepté de briser la loi du silence qui règne dans les quartiers nord. C'est courageusement qu'elle témoigne à visage découvert. Elle vit à Albi depuis 6 ans. Zamimou a longtemps habité à la cité Maison Blanche de Marseille avec ses 2 fils, Saïd et Bakar, le petit dernier. Et ici, on était à la plage à Marseille. Les musclores. Elle était très calme. Elle était mignonne, je sais pas. Ça a changé. Il a changé d'un coup. Tandis que Saïd, l'aîné, bon élève, suit sa scolarité, Bakar, 16 ans, a de mauvaises fréquentations. Il sèche les cours, traîne en bas des tours et commence à faire les 400 coups. Zamimou, impuissante, assiste à la descente aux enfers de son fils. Un jour, je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me punis comme ça? Eh bien, il m'a répondu, il m'a dit, excuse-moi maman, mais tu m'as rien fait, tu as fait tout ce que tu peux, mais je sais pas. Ça fait mal quand tu vois ton fils comme ça, parce que j'attendais pas ça. J'ai fait tout pour que mes enfants ils soient bien. À Marseille, c'est partout, c'est difficile d'élever les enfants là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de trafic. Afin de sortir son fils des cités, cette maman décide de tout quitter à Marseille et part s'installer à Albi, à 350 km de là. Mais le jeune garçon de 18 ans, en couple et bientôt papa, refuse de suivre. Saïd, sentant son petit frère en danger, va tout faire pour le sortir de là. C'est mon unique et seul frère. Et on s'entendait bien. J'avais réussi à le convaincre de quitter Marseille parce que c'était dur qu'il vienne avec nous. Et il avait accepté. J'avais réussi à le convaincre parce que j'avais promis de lui payer le permis de conduire. Il avait ses propres projets pour s'en sortir parce qu'il avait un fils et il voulait s'en sortir. Saïd pense avoir fait le plus dur, mais son frère ne viendra jamais. Le 23 juin 2010, Bakar reçoit des coups de couteau mortels dans le parc Calisté de Marseille. Quand elle a décroché le téléphone, on lui a dit vous pouvez venir parce que c'est urgent, rendez-vous à Marseille le plus tôt possible. Et c'est là où on a commencé à comprendre que... C'est là où j'ai percuté moi et franchement j'avais perdu contrôle. Oui. Ça va. Oui, je sais bien. Calme-toi. J'avais perdu le contrôle. J'étais dans un état de rage. Selon la police, il aurait été assassiné pour une dette de 150 € liée au trafic de drogue. Le trafic des stupéfiants, la violence, la mort. La vie des quartiers, est-ce une fatalité? Existe-t-il une solution pour enrayer ce fléau? Un homme semble avoir trouvé la réponse.
Dans le 3e arrondissement de Marseille, nous avons rencontré Yvan Sorel. L'homme a grandi ici, à la Belle de Mai. Bonjour, en forme? Dans ce quartier, un ménage sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 977 € par mois. Ouais, j'ai grandi avec les rats, les cafards, avec du mouvement, quoi. Du mouvement délinquant, du mouvement religieux, tout ce qui fait Marseille, quoi. Donc après... Comment on grandit dans ces quartiers? Comment on grandit? On grandit avec une optique qui s'appelle réussir ou mourir. La Belle de Mai n'a pourtant pas toujours été une terre de grande précarité. Le 3e arrondissement a longtemps vécu grâce à la manufacture de tabac. C'est sa fermeture, au début des années 90, qui en fera, au fil des ans, le quartier le plus pauvre de France. Claude, le père d'Yvan, a été témoin de ce déclin. Ça a beaucoup changé? Ah oui, beaucoup. Ah oui. Et moi j'ai connu le charbonnier, le vitrier, vous vous rendez compte? Puis les gens, ils vendaient des escargots, c'est beaucoup d'Italiens qui avaient, mais ça sortait même la cuisine dans les rues. Tout, vous vous rendez compte que là maintenant c'est du froid, c'est plus vivant? Actuellement c'est plutôt mort. Les gens sont aigris, comme du béton ils deviennent. Ouais, ça me fait mal au cœur, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. T'as connu toi le quartier comme ça? J'ai pas connu le charbonnier. J'ai connu le charbon. Hein. On a connu les gens qui sont au charbon en train de vendre de la drogue. C'est deux époques, deux visages de Marseille. Si Yvan n'est pas tombé dans la délinquance, c'est grâce au sport. Il devient champion de MMA, les arts martiaux mixtes, une technique de combat qui allie la boxe et la lutte. Sportif professionnel et détenteur de plusieurs titres internationaux, il enseigne les arts martiaux à 250 enfants du quartier. 90% des élèves présents ce soir n'ont pas payé la cotisation par manque de moyens. Mais Yvan avoue ne pas faire ce métier pour de l'argent. Plus qu'un entraîneur, c'est un grand frère. Et sa méthode pour recadrer les jeunes, des potes. Faites-moi vibrer ce dojo. On entend les gens qui crient Aha dans le réseau juste à côté et vous entendez pas. Ce n'est pas normal. Je comprends pourquoi vous vous laissez embrigader avec la drogue. Avec le vol. Vous êtes faible. Même sortir un coup de pied avec un cri, vous n'arrivez pas. Faut que ça change, les enfants. C'est violent. La vie est violente. Dès notre naissance, on apprend à combattre. N'est-ce pas? Oui. Comme ça. C'est nécessaire? Les gars, c'est nécessaire de savoir se battre dans notre quartier? Oui. Encore une question? Non. Si le ton peut surprendre, les parents approuvent. Dans un quartier miné par la délinquance et le trafic de stupéfiants, les familles ont trouvé ici un soutien. Chaque trimestre, Yvan contrôle même les bulletins scolaires. Attends un peu, ça s'est bien passé, oui. C'est bien. Le fils de Linda, Haroun, a 9 ans et s'est inscrit il y a quelques mois seulement. On est là pour faire avoir peur. Peur de quoi? Ben, des gens qui nous frappent dehors, qui nous agressent. Donc moi, je me suis inscrite ici pour qu'à l'école, je me fasse plus frapper. Tu te faisais frapper à l'école? Oui. Et aussi parce que s'il fait ça, c'est pour qu'on respecte les gens dehors. C'est bien ça? Oui. Moi, je vois sur le comportement de mon fils, il a beaucoup changé. Et il a plus confiance en lui, il est plus serein. Il se donne à fond, donc il est tout content de venir ici. Allez. Si Yvan se bat autant pour garder les jeunes dans le droit chemin, celui de l'école, du sport et du respect des valeurs, c'est parce qu'il est persuadé que ces enfants de quartier auront besoin de 2 fois plus de force que les autres pour faire leurs preuves dans la société actuelle. Dans le bar à chicha, lieu de rassemblement du quartier, Yvan rejoint ses amis. Parmi eux,
Nabil, qui, comme 18% des bacheliers issus des cités, n'a pas réussi à trouver du travail. Quand j'ai eu le bac, par exemple, j'étais en BTS, il fallait trouver un stage en alternance. Il y avait un collègue avec moi. On est parti pour chercher le stage. Je te donne des listes de patrons qui sont susceptibles de t'accepter. Ouais. Je suis parti voir un. Bon. Il m'a dit non, mais non, je cherche pas et tout. Non. Je dis, je sais pas, ils nous ont donné votre contact. Société, voilà. C'est qu'il m'a dit, ah non, ils ont dû se tromper, ils ont fait une erreur. Mon collègue est allé derrière moi, lui, l'après-midi, ils l'ont pris. Aïe. Voilà. Donc lui, là, il a pu faire ses 2 ans de BTS et moi, j'ai pas trouvé de stage, donc j'ai pas fait. Et vous savez pourquoi? Il s'appelle Sébastien. Il habite dans le 4e, passe mieux. Et c'est ce que j'en ai déduit, tu vois, j'espère que je me trompe, mais je pense pas. C'est réel. Hein. Ouais. Mais je pense que ceux qui nous représentent ne sont pas pour un éveil des gens d'en bas, tout simplement. Le fossé se creuse d'année en année, c'est impressionnant, quoi. J'ai l'impression qu'on veut nous écraser, c'est-à-dire rester en bas, vous êtes bien en bas et voilà, votre place elle est définie. Mais... Pour Yvan, le symbole de cette rupture, c'est la facture des travaux du stade Vélodrome de 268 millions d'euros, dont une part a été payée par la municipalité. Alors que lui dit se battre seul, sans aucune subvention pour faire vivre son association. Marseille, capitale du sport européen, c'est bien, c'est labellisé. Quand on parle de capitale du sport, c'est pas spécifiquement de mettre de l'argent toujours dans les mêmes endroits, dans le stade de foot, pour aller recevoir une Coupe du Monde de football. On s'en tape de ça. L'Olympique de Marseille, on s'en tape. Mais pourquoi pas financer, par exemple, des structures de lecture, des structures de langue française? On a des problématiques avec ça. Je préfère voir des Albert Einstein ou des Malcolm X que des Zinedine Zidane ou des Yvan Sorel. Cette fracture sociale transparaît dans les chiffres. La ville phocéenne serait l'une des villes les plus inégalitaires d'Europe. Ici, 20% des habitants les plus aisés ont des revenus 5,4 fois supérieurs à ceux des 20% les plus pauvres. Et aujourd'hui, les écoles de la ville sont le reflet de ces inégalités. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture. Dans la cité de Consola, au milieu des quartiers nord, Anne-Marie, accompagnée de sa sœur, amène ses 2 filles à l'école. Comme chaque matin, ce trajet de 10 minutes lui demande une vigilance extrême. L'absence de panneaux de signalisation et de ralentisseurs sur les routes représente un véritable danger pour les enfants. Vous n'avez pas peur en allant à l'école avec toutes les voitures? Non. Moi, des fois, oui. Pourquoi tu as peur? Parce que, par exemple, si je suis sur... si par exemple, on va traverser, j'ai peur qu'il y ait une voiture qui vienne et qui peut m'écraser. Parce que ça roule trop vite, malheureusement. Et mes enfants, depuis qu'elles sont là-bas, même ma grande, je ne l'autorise pas à partir toute seule à l'école, justement par rapport aux voitures. Voilà, les camions qui passent. Des camions qui passent à près de 70 km/h et des trottoirs jonchés de pièges. Voilà le beau trou. Ils ont dû faire des travaux, mais ils n'ont pas fini leurs travaux. Alors on est obligé de passer à côté, sinon, ben voilà, on se fait mal. Tous les jours, c'est le parcours du combattant. Je vous promets. Un parcours du combattant qui dure, selon cette mère de famille, depuis des années. Allez, un bisou à 11h. Travaille bien. Allez, montez, allez-y. Arrivée devant l'école, Anne-Marie peut souffler. À l'intérieur, les enfants devraient être plus en sécurité. Enfin ça, c'est la théorie, mais la réalité est bien différente. L'état de l'école fait régulièrement l'objet de discussions entre mamans. Ça va? T'as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu ça. Alors? Le plafond s'est écoulé complètement. Heureusement que c'était 17 personnes qui avaient plus d'enfants. Heureusement. Mais il y avait la maîtresse dedans. Ouais, il y avait la maîtresse dedans. C'est quand même grave. Hein? Elle a failli se prendre sur la tête. D'accord. Mon Dieu, c'est horrible. Un plafond qui s'effondre dans une classe. Le fait est grave pour ces parents d'élèves. L'école est complètement dégradée, quoi. Si le plafond s'écroule, c'est qu'il y a de réels soucis au niveau de l'école. Inquiets pour la santé de leurs enfants et afin d'alerter les autorités, les parents ont filmé l'état des locaux avec leur smartphone et nous ont montré les images.
Il y a une classe aussi en haut des grandes sections qui s'effondrent complet. Le maître a beau accrocher des dessins avec un simple scotch. Une fois qu'il enlève le scotch, il y a toute la peinture qui s'enlève. Il y a des plaintes qui s'enlèvent. Derrière, on les tire, il y a de la moisissure. Les murs avec des trous, les douches, les toilettes, franchement. Toilettes cassées, fermées, condamnées. C'est aberrant. Les toiles d'araignée, mon Dieu. C'est vraiment une école qui est laissée à l'abandon complet. De son côté, la mairie annonce un projet de rénovation en cours. Les parents attendent de voir. Si l'état de cette école peut surprendre, elle n'est pourtant pas un cas isolé. Selon un rapport de l'inspection d'académie, près d'un tiers des 444 écoles de la ville seraient dégradées. En janvier 2016, le collectif des écoles de la Castellane, réunissant plusieurs établissements scolaires des quartiers nord, a lancé un appel demandant la mise en place d'un état d'urgence dans les écoles marseillaises. Pour comprendre la position de la municipalité face à cette situation, nous sommes partis à la rencontre de Samia Ghali. Merci de me recevoir. Cette députée maire des 15e et 16e arrondissements, deux quartiers sensibles, livre une véritable bataille pour obtenir plus de subventions de la mairie. Je ne suis pas sûre qu'un élu municipal, quel qu'il soit, accepterait d'être dans un bureau délabré. Quand vous allez dans des toilettes où ça pue, vous avez des égouts qui remontent quand vous êtes dans la classe, que vous avez les rats qui passent devant vous, lorsque vous avez l'humidité qui fait décrocher ou la peinture des murs, lorsque vous avez des trous dans la classe, lorsque vous avez des impacts de balles dans votre classe et que vous restez pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avec l'impact de balles pour bien montrer que tu n'es pas en sécurité. De son côté, voilà. L'État assure avoir déjà versé 3 900 000 € à la mairie de Marseille depuis 2014 pour des travaux dans ses établissements scolaires. Mais pour Samia Ghali, ce n'est pas suffisant. On aurait dû faire de l'école, moi c'est ma conception, un sanctuaire, un endroit où on protège l'enfant, où il a le sentiment que quand il est là, justement, vous savez, pour lui donner l'envie d'y rester dans cette école, de dire mais quand je suis dans l'école, je ne suis pas dans ma cité. Et quand je suis dans l'école, finalement, je vis dans un autre monde où j'apprends des choses, où je m'émerveille, où on me donne l'envie d'y rester. Et le problème, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que quand il est dans sa cage d'escalier toute pourrie, quand il va à l'école, c'est tout pourri pareil. Donc finalement, qu'il soit dans la cage d'escalier ou dans l'école, il n'y a rien qui change pour lui. Selon la sénatrice, ces conditions déplorables augmentent la rupture sociale et mettent en danger les valeurs fondamentales de la République. Donc vous imaginez dans la tête d'un enfant qui a le sentiment, on lui dit tu dois respecter la République, tu dois être dans le cadre de la laïcité, tu dois être dans le cadre du droit à tout ce que vous voulez. Et au final, quand il regarde lui, depuis la naissance, depuis qu'il est petit, dès qu'il va à l'école maternelle, il a le sentiment que la République, elle l'insulte du matin au soir parce qu'elle ne le respecte pas en tant qu'individu. Voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cet enfant-là, comment demain, il ne peut ne pas être un décrocheur scolaire. À Marseille, le nombre de décrochages scolaires serait estimé à 4000 par an. Un chiffre important quand on sait que presque un jeune sur 2 issu des quartiers sensibles termine sa scolarité sans aucun diplôme. Dans la cité de la Savine, Isabelle élève seule ses 4 filles. Tout le monde est servi? Ouais, c'est bon. Bon appétit les filles. Merci toi aussi. Si l'aînée est aujourd'hui à l'université et a trouvé sa voie, les 3 dernières sont confrontées depuis des années à des difficultés liées aux écoles des quartiers nord. Je me rappelle quand elle était en primaire, combien de fois on a manifesté devant l'école du primaire là, qui est juste en face là, pour pouvoir obtenir un professeur. Hein. Et en plus, c'est des sections quand même CM1, CM2, c'est quand même important pour rentrer en 6e. Après, ils s'étonnent que les enfants rentrent au collège, ils savent tout juste écrire, tout parler, faire des phrases convenablement. Et puis un enfant qui ne va pas à l'école pendant 1 mois, surtout en CM1, CM2, ils ont tout juste 8, 9 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Des fois, les parents travaillent, ont mis leur enfant à l'école, ils arrivent devant l'école, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Les parents travaillent, ben, ils restent dehors. Et là, dehors, c'est là qu'ils vont faire des bêtises, et ben voilà, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Cette défaillance du système semble se répercuter dans les statistiques. Dès la fin du primaire, près de 22% des enfants scolarisés en zone urbaine sensible ont déjà redoublé. C'est presque le double de la moyenne nationale. Et Mélissa, 17 ans, fait partie de ces élèves-là. Dès sa 3e, elle peine à suivre le cursus. J'ai l'impression que l'éducation nationale, oui, l'a laissé un peu de côté. Oui, oui. On n'est pas tous à la même chance, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire... Moi, j'en vois plein aussi qui sont partis, par exemple, qui viennent d'ici, des quartiers nord. Hein. Ils vont choisir un établissement, supposons, côté sud, quartier sud et tout. Ils sont perdus. Parce que les programmes ne sont jamais finis. Ils ne savent même pas de quoi on parle. En maths, peut-être qu'ils ont un niveau... le niveau n'est pas du tout le même.
Ils se demandent ils se sentent même bêtes, humiliés même. Mélissa décroche. Elle voit alors une conseillère d'orientation qui lui trouve une place dans un lycée professionnel des quartiers nord. C'est un lycée de garçons avec tous les métiers de garçons, routier, électricien, poids lourd, mécanicien, mécanique moto, enfin que de ça et c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine à moi. Pourquoi ils t'ont envoyé là-bas du coup? Ben, c'était le seul lycée qui m'avait accepté. Bon, ça on fait en débarrasse, c'est fini. Allez. Mélissa se retrouve dans une filière qui ne lui convient pas. Alors, elle quitte l'établissement au bout de quelques semaines. Malgré ses sollicitations, la conseillère d'orientation ne lui trouve aucune solution. Alors, livrée à elle-même, la jeune femme sombre petit à petit dans la dépression. J'ai jamais fait mes devoirs quand j'étais scolarisée. Je pensais pas à mes études, à mon avenir, à plus tard. Alors que là, je me remets en question et je regrette. En étant chez moi, je voyais les autres partir, les anciens de ma classe partir en 3e au lycée, en terminale et évoluer. Et moi, j'étais toujours là, je régressais. Alors, quelle est l'origine de cette grande difficulté scolaire? Et que fait l'éducation nationale pour venir en aide à ces jeunes? Pour répondre à ces questions, nous sommes partis à la rencontre de Pascal Ponce, professeur dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous donne les outils nécessaires pour accomplir votre travail? Clairement, on nous en donne moins qu'ailleurs en tout cas. Ce qui fait que ça rend le travail beaucoup plus difficile dans ces zones-là. Alors que ce sont quand même des zones où il y a des besoins encore plus importants. Il y a des élèves qui sont en plus grande difficulté scolaire. C'est pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais ici ils sont en nombre un peu plus important. Pascal Ponce fait référence aux coupes budgétaires drastiques. Entre 2007 et 2012, 80 000 postes d'enseignants ont été supprimés. Parmi eux, des milliers de maîtres RASED, le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Moi par exemple dans ma classe, j'ai plusieurs élèves qui auraient besoin d'une prise en charge de certains maîtres RASED et cette aide n'est pas fournie et donc du coup leur situation stagne un petit peu. Il y a plusieurs enseignants qui alertent sur cette difficulté aujourd'hui à prendre en charge la grande difficulté scolaire et surtout le nombre de plus en plus important qu'il y a dans les classes. On manque un petit peu de ressources. En plus très souvent on est des enseignants qui débutons dans le métier et donc à partir de là on n'a pas les mêmes réflexes, la même expérience qui nous permet de faire face à certaines situations. Et en plus de ça, on se retrouve souvent abandonné en termes de moyens, que ce soit des moyens municipaux, des moyens d'État dans les écoles. Mais il y a un établissement qui a décidé de venir en aide à ces jeunes déscolarisés. C'est l'école de la deuxième chance. Elle accueille 800 anciens décrocheurs scolaires qui essaient de remonter la pente. Parmi eux, nous retrouvons Mélissa, la jeune fille de la cité de la Savine. Comme elle, ici, 9 élèves sur 10 arrivent sans aucun diplôme. Pour moi, c'est important de me retrouver dans une école où les personnes ont la même situation que moi. Parce que quand j'étais dans mon école, en quelque sorte normale, je me sentais comme le vilain petit canard de l'école. Enfin, de la classe, en quelque sorte, parce qu'on n'avait pas le même niveau. Donc on me laissait un peu à part. Ce lieu de formation est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire classique. Aujourd'hui, la journée commence par le cours de français assuré par Agnès Chambion. Qui manque Isana et Muslimati. 60% des élèves présents ici viennent des quartiers nord de Marseille. Dans les quartiers nord, c'est une vie à part. Parfois, il y en a qui ne sont même pas descendus, ou en tout cas ne sont pas allés sur le Vieux-Port. Voilà. Ils ont vraiment une vie vraiment à part. Et ils sortent rarement des quartiers. Les méthodes de cette école sont radicalement différentes de celles des collèges et lycées traditionnels. Il n'y a aucun programme préétabli. Chaque élève avance à son rythme dans une classe où il y a une quinzaine d'élèves. L'école fonctionne avec une grille d'évaluation comme au judo avec des dan. Il y a la ceinture blanche, la ceinture jaune, orange, verte. La ceinture orange-verte correspond à un niveau 3e. La blanche, c'est vraiment à la primaire. Ça va jusqu'à la noire. Et au fur et à mesure qu'ils acquièrent les compétences, ça valide les couleurs et ils voient leur progression au fur et à mesure de leur parcours. Un programme sur mesure qui, pour Mélissa et ses camarades, semble déjà porter ses fruits. J'avais le niveau juste pour mon âge, mais je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès. Tu avais un niveau de quel âge à peu près? 3e, fin 3e. 3e, alors que tu devrais être en quelle classe?
Terminale. Quand je suis venue ici, puisque chez moi on parle pas en français, et quand je suis venue ici, j'étais stressée, je parle pas. Et madame nous encourage, et maintenant j'arrive à lire, à m'exprimer, et je suis fière. Et je remercie cette école parce que je pense que je vais arriver. C'est un métier qui n'est pas tous les jours facile, mais quand on les voit progresser et aller dans leurs projets, avancer, se dire qu'ils vont passer dans une autre réalité, que leur vie va changer, ça c'est le plus beau cadeau, ça c'est sûr. En entrant dans cette école, les élèves signent tous un contrat dans lequel ils s'engagent à suivre leur scolarité, à accepter l'autorité des enseignants et à être ponctuels. Ils ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle et reçoivent à ce titre une rémunération de 320 € versée par la région. L'ambition de cet établissement, permettre l'insertion professionnelle des jeunes. Pour cela, divers ateliers sont proposés. Aujourd'hui, au programme, initiation à la maroquinerie. Avant toute chose, il faut régler la machine. Donc ça, c'est une machine hydraulique. Qui c'est qui veut commencer à découper à la machine? Pas besoin d'être un homme, hein. Ça peut être une femme aussi. Nouriane et Harry, leur professeur du jour, est une créatrice de sacs à main de luxe. Elle connaît les cités par cœur. Elle y a grandi. Lauréate du concours Talent des cités, elle a tenu à revenir implanter son atelier en plein cœur des quartiers nord pour recréer une dynamique entrepreneuriale. Il y a un taux de chômage important dans les quartiers et qu'il faut absolument résorber. Moi, je le fais à mon petit niveau. Mais l'idée, c'est que mon atelier puisse prospérer et puis, pourquoi pas, pouvoir embaucher un ou deux ou quelques-uns qui auront eu le déclic dans cette activité-là. Pour Nouria, il n'y a pas de fatalité. Ce que je veux leur transmettre aux jeunes, c'est croire en eux déjà. Peu importe l'orientation qu'ils vont choisir, mais c'est de croire en eux. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est leur dire que c'est possible en se donnant les moyens et que quand on a eu un déclic, on est capable de soulever les montagnes comme je pense l'avoir fait. Pour moi, c'est important parce que je crois que c'est eux l'avenir de notre société. Dans ces quartiers désertés, de nombreux acteurs comme Nouria se battent au quotidien pour offrir une vie meilleure à la jeunesse des cités. Dans le nord de Marseille, 37% des habitants ont moins de 25 ans et dans un pays avec une population vieillissante, c'est pour la cité phocéenne une véritable opportunité. Resto étoilé, terrasse ensoleillée, centres commerciaux et culturels innovants, la ville du Sud-Est est désormais incontournable pour les touristes. Élue capitale européenne de la culture en 2013, Marseille fait également parler d'elle pour ses infrastructures sportives. D'ailleurs, son très privé cercle des nageurs entraîne les plus grands champions de la natation française. Vous allez voir que le centre historique, longtemps laissé à l'abandon, fait l'objet de l'une des plus grandes opérations immobilières d'Europe. Mais si Marseille fait le bonheur des promoteurs, elle fait aussi le malheur de certains habitants qui n'ont plus les moyens d'y habiter. Alors la deuxième ville de France serait-elle devenue à la mode et qui profite vraiment de l'embourgeoisement de Marseille? Dans les secrets de Marseille, la nouvelle capitale branchée, c'est une enquête signée Alissa Macni. Marseille, sa mer Méditerranée, son soleil, son ciel bleu et les sorties en bateau. C'est ici une véritable tradition. Là, on est dans la calanque du Lacidon, c'est la première calanque en vérité. Sylvain, un Marseillais d'origine, organise des mini-croisières sur son catamaran depuis 25 ans pour faire découvrir les trésors de sa ville. On est vraiment dans la carte postale. 19 km de côte, du calcaire, majestueux, que du plaisir. Les calanques attirent les touristes du monde entier. Ils sont 2 millions à s'y précipiter chaque année. C'est tellement beau. Comme Inès et Charlie, un couple d'Américains en voyage à Marseille pour la première fois. C'est la plus belle ville que l'on puisse voir depuis la mer. Cette balade est l'occasion pour eux de découvrir Marseille. Une promenade de 4 heures qui leur a coûté 140 € avec en prime une dégustation d'oursins fraîchement pêchés dans les fonds marins de la région.
vraiment magnifique. C'est tellement délicieux. Je pense que ce sont les meilleurs oursins que je n'ai jamais mangés. Des croisières comme celle-ci, Sylvain en organise 180 par an, avec une recette moyenne de 630 000 €. Une petite affaire devenue vite lucrative, car depuis quelques années, il cible une clientèle haut de gamme. Il y a 12 ans, on avait une clientèle très courte, c'est-à-dire elle venait pour 3 jours à Marseille. Aujourd'hui, les gens restent beaucoup plus longtemps, une ville vraiment qui veut, un peu comme Barcelone, et donc il faut apporter du service. Hein. Et Marseille semble conquérir le couple d'Américains. C'était hyper beau et ce visage dont on ne parle pas assez, je dirais, parce que c'est juste, c'est un autre monde. Ce type de prestation luxueuse est à l'image du nouveau visage que la ville souhaite offrir à ses visiteurs qui affluent de plus en plus nombreux. Élue capitale européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne fait aujourd'hui parler d'elle aux 4 coins de la planète. Pour le très chic New York Times, Marseille est la 2e plus belle ville du monde à visiter. Il faut dorer le blason de Marseille, il faut qu'on parle de Marseille dans toute la France. Il faut dire que la ville a opéré un véritable relooking. Centres commerciaux, restaurants étoilés, soirées branchées, projets urbains faramineux. Aujourd'hui, Marseille est devenue la 2e ville de France, avec plus de 850 000 habitants et 5 millions de touristes par an. Un apport de clientèle internationale, ça a fait venir beaucoup de monde dans le quartier. Et il y a des Marseillais qui redécouvrent leur ville aussi. Alors Marseille serait-elle devenue branchée? Ce renouveau profite-t-il à tout le monde? Et surtout, la cité phocéenne peut-elle vraiment se débarrasser de la mauvaise réputation qui lui colle à la peau? Cette ville, c'est la meilleure ville du monde. Mais c'est dégueulasse. Nous avons mené l'enquête et rencontré les acteurs de ce renouveau. Bonjour. Mais aussi tous ceux qui s'inquiètent de voir leur ville perdre son âme. Le panier, ça a une identité, quoi. C'est ce que n'ont pas compris certains nouveaux arrivants dits bobos, quoi. Et pousser les portes des endroits réservés à une élite comme le cercle des nageurs. D'un côté, une véritable fabrique à champions, de Camille Lacour à Mehdi Metella. Vous êtes un vrai compétiteur. Un sale, on va dire, parce que je déteste perdre. De l'autre, un club très sélect pour des membres triés sur le volet. On est tranquille, on a notre petite piscine, notre petite plage, nos petites habitudes, notre petit resto. C'est un peu une grande famille. Sport, luxe, argent, enquête dans les secrets du nouveau visage de Marseille. Il est à peine 9 h. Comme tous les matins depuis 7 ans, Ludovic vient s'approvisionner sur le marché aux poissons du Vieux-Port de Marseille. Bonjour madame, vous allez bien, ça va? Ils sont beaux les turbos. Bonjour, vous allez bien? Merci, c'est gentil. Merci. Ça va? Depuis qu'il a participé à un célèbre concours culinaire télévisé, ce Marseillais de 29 ans est considéré comme une petite star locale. Ici, le jeune chef se sent comme à la maison. Je descendais quand j'étais petit avec mon père déjà sur le Vieux-Port. Et puis ça fait partie de l'identité de Marseille. Et j'ai besoin de sentir un peu mon Marseille à moi, un petit peu, vous voyez. Voilà, sentir l'énergie du matin, ce côté centre-ville, ce côté Vieux-Port, la mer, la grande roue, voilà, c'est génial. Oh Henri! Oh Ludo! Ça va ou quoi? Tu vas bien? Et toi, ça va? Et c'est chez Henri, le fils d'un des pêcheurs les plus réputés du Vieux-Port, que Ludovic vient chercher ses poissons du jour. Je te prends 15 rougets, 15 pièces, tu me mets les plus beaux, je te laisse faire. Hein, comme ça là, tu veux? Comme d'hab, ouais, je te laisse faire, c'est bon. Allez, ça va. Mets-moi 2 loups aussi. C'est de là? Allez. Ouais, ça m'a l'air bien ça. Voilà, Ludo. Comment ça fait? Voilà, tu as 3,6 kg, voilà. Si Henri lui a réservé sa meilleure pêche, c'est parce qu'il est fier du parcours de l'enfant du pays. Mais pas question de le lui dire, orgueil marseillais oblige. C'est un plaisir de bosser avec lui. Bien sûr. C'est un peu la star ici ou pas? Parce qu'il a fait le modeste avec nous. Oh, la star. Et il y en a d'autres, hein. C'est pas la première, lui. Il est pas au haut du podium, hein. Il est pas loin. Il va monter petit à petit. T'as raison. C'est donc avec le sourire et les mains bien chargées que Ludovic regagne son restaurant, situé à quelques mètres du Vieux-Port. Salut tout le monde. En cuisine, l'homme revêt fièrement sa veste de chef griffée d'une étoile. En effet, à seulement 29 ans,
il est depuis 2 ans le plus jeune chef étoilé de la cité phocéenne. Ça va, Villa? Chef, tu rêves? Et ce restaurant a une vraie valeur sentimentale pour lui, car c'est ici, à 17 ans, que Ludovic a débuté son apprentissage. 7 ans plus tard, il en reprend les commandes, un véritable défi. Ça a été ma première place de chef et en même temps patron du jour au lendemain. Il fallait choisir l'équipe, il fallait changer toute la carte, savoir s'imposer. Et puis il fallait que je regagne ma propre étoile aussi. Donc c'est vrai que c'était un gros challenge. Je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec ma femme. Sa femme Karine est sommelière. Ainsi, depuis 4 ans, le couple travaille main dans la main. La pêche du jour. Elle en salle et lui dans les cuisines. Il y a quoi ce midi, on est complet? Oui, alors à midi, il y a 40 couverts en 15 tables, donc on est complet. L'enfant du pays a tenu à transmettre son amour pour sa ville dans ses plats. Sur sa carte, il n'y a que des produits 100% locaux. Ils sont beaux. J'ai un menu qui s'appelle Bonne Mère, mais Mère M-E-R. Parce que vraiment, j'ai la chance, regardez, d'avoir des super produits. On a du super safran, ça c'est du safran de Provence. Moi je suis attaché à mon territoire, donc je travaille avec des produits d'ici, c'est normal. Je me verrais mal faire avoir une grosse carte des viandes et faire des cuisses de grenouille, quoi, vous voyez. Et c'est la quête de cette cuisine traditionnelle locale qui attire une clientèle internationale de plus en plus nombreuse. Depuis 2013, il y a une vraie évolution. J'ai eu la chance d'être au cœur du sujet parce que j'ai repris en 2013. Mais je ne suis pas le seul, il y a plein de chefs qui osent se lancer. Il y a plein de super restaurants dans des petits quartiers qui ouvrent comme ça. Il faut dorer le blason de Marseille. Il faut qu'on parle de Marseille dans toute la planète, j'allais dire. Dans toute la France. Désormais, la cité phocéenne compte 5 restaurants étoilés. Tous ne désemplissent pas depuis 2013, date d'ouverture d'un nouveau lieu culturel devenu en quelques années le symbole du renouveau marseillais. Situé à l'entrée du Vieux-Port de Marseille, le Mucem s'est imposé comme le nouveau gardien de la ville. Il a fallu 4 ans de travaux et un investissement de 191 millions d'euros pour que ce musée devienne l'un des sites culturels les plus visités de France, avec près de 2 millions de personnes par an. Pour mieux comprendre comment cet endroit a reboosté le tourisme marseillais, nous sommes allés à la rencontre de Cécile Dumoulin, Bonjour. Bonjour. responsable du département des publics du Mucem. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Mucem a permis de redorer l'image de la ville de Marseille? Je pense qu'il y a un vrai besoin, une véritable envie de transformer l'image de cette ville, de montrer que la ville n'était pas réductible aux préjugés qu'on a sur elle. J'ai vu des gens presque pleurer, en fait, des Marseillais au bord des larmes quand on a ouvert, de pouvoir justement avoir pour une fois une autre image de leur ville. On voit qu'il y a une résonance économique, sociale de l'ouverture du musée dans le quartier du Panier notamment, puisque c'est par le quartier du Panier qu'il faut passer pour venir depuis le Vieux-Port jusqu'au musée. Le Panier est le plus vieux quartier de Marseille. Il est connu pour être la terre d'accueil des immigrés à la fin du 19e siècle, puis dans les années 70. Laissé à l'abandon, il a longtemps été considéré comme insalubre et malfamé. Mais depuis l'arrivée du Mucem, cet endroit est en pleine mutation. C'est un lieu incontournable de Marseille, évidemment. On ne peut pas venir sans Marseille sans visiter le Panier. C'est vraiment, je dirais, le cœur de la ville, c'est-à-dire que c'est là qu'on sent que la ville respire. Parce que déjà, il y a Plus belle la vie. Rendu populaire par la série culte Plus belle la vie qui en a fait son décor, ce quartier bénéficie également de l'affluence touristique du Mucem. Résultat, le Panier s'est embourgeoisé et l'exemple le plus flagrant, c'est la transformation de l'ancien hôpital Dieu en hôtel 5 étoiles situé à l'entrée du quartier. Alors, la cité phocéenne est-elle en train de se rénover au détriment de son âme ? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de José Orsoni, alias Jo la Navette, l'un des derniers artisans du Panier à faire de la résistance. Bonjour José. Et bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là? On fait des navettes. Bon, et depuis combien de temps vous êtes dans le Panier alors? Je suis né au Panier, je suis parti du Panier, mais après je suis revenu parce qu'on est trop bien au Panier. Marseille, c'est déjà la plus belle ville du monde, et le Panier, c'est le plus beau quartier de Marseille.
Depuis 21 ans, cette biscuiterie spécialisée dans les petits gâteaux secs à la fleur d'oranger est une institution du 2e arrondissement de Marseille. De Philippe Etchebest à Valérie Trierweiler, toutes les célébrités s'y précipitent. Mais pour Joe, figure emblématique du panier, ce renouveau n'a pas que du bon. Je suis un ancien, on va dire, et j'ai connu l'époque où le panier était vraiment un village, quoi. Là, c'est plus tout à fait un village. Ça se, je sais pas si ça existe, ça se montmartrérise, quoi, quelque part. Ça a perdu son âme. Ça a perdu son âme. Les petits vieux sur le pas de la porte avec leur chaise qui discutaient le soir dehors, bon, ça commence à se faire rare. Une nouvelle catégorie socio-professionnelle a fait sa place dans le panier, les bobos. Comprenez, les bourgeois bohèmes. Ils profitent de ce nouvel attrait de Marseille pour installer leur concept store ou leur boutique design au détriment des commerces de proximité qui ornaient autrefois les ruelles. Une nouvelle population, pas vraiment au goût de Joe. Les bobos que je rencontre souvent, au début, arrivent ici en disant on va tout changer, quoi. Vous êtes quelque part, vous êtes des paysans, on va vous montrer, on va monter des cybercafés, on va monter des trucs dans le genre, quoi. Et après, au bout d'un moment, ils voient très bien que c'est pas, on leur dit, oh, garçon, tu viens d'arriver, adapte-toi, et ils s'adaptent. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ben voilà, ils n'ont pas le choix, voilà. Et Joe, la figure mythique du panier, n'est pas le seul à vouloir préserver l'âme de sa ville. D'autres ont eux aussi décidé de perpétuer les traditions à travers la gastronomie. Et renouveau ou pas, à Marseille, on ne plaisante pas avec les spécialités locales. Retour au restaurant de Ludovic, le jeune chef étoilé. C'est l'effervescence en cuisine, il est midi, c'est le coup de feu. C'est pas bon. Un couvert à la carte, une Saint-Jacques. À suivre un loup, à suivre un citron. 2 Saint-Jacques. À suivre 2 loups. Allez, ça marche, 4 couverts. 3 menus bouillabaisse avec un menu signature. Et sans surprise, sur les bons de commande, le plat phare, c'est la bouillabaisse. Impossible de passer à côté de la célèbre soupe de poisson de Marseille. C'est un plat iconique parce que tout le monde connaît la bouillabaisse. Tout le monde a envie de la manger. Mon premier jour en cuisine, première recette. Salut petit, t'es Marseillais, tu vas faire la bouillabaisse. À l'origine, c'était un mets populaire cuisiné dans les familles des pêcheurs. Aujourd'hui, les plus grands chefs s'en emparent, tout comme Ludovic. Et là, on va laisser cuire gentiment. Quand ça bouille, abaisse. Pourtant, à cause de la raréfaction du poisson, difficile de suivre la recette traditionnelle à la lettre. Le jeune chef a dû la revisiter à sa manière. Normalement, la bouillabaisse, elle comporte 7 poissons. Ces 7 poissons, je les trouve jamais en même temps, moi, parce que je travaille avec mes pêcheurs et avec la pêche locale. Donc au lieu de mettre 7 poissons, j'en mets que 3. Comme ça, je suis sûr que n'importe quelle saison de l'année, n'importe quel mois, j'ai au moins 3 de ces 7 poissons. Et cette soupe populaire est devenue un véritable mets de luxe. Chez Ludovic, par exemple, il faut compter 78 € pour la déguster. Une vraie bouillabaisse, c'est impossible que dans un restaurant, on vous la vende de moins de 50 €. Parce que ce n'est pas possible de mettre de la qualité, de la fraîcheur, du safran, des vrais légumes, des poissons fraîchement pêchés, ce n'est pas possible. Service, s'il vous plaît. Dans la salle, pour la clientèle composée d'habitués et de touristes, c'est l'heure du verdict. Vous la trouvez comment? Ouais, très très bon, c'est très réussi. Bah, c'est bien, mais je préférais la mienne. C'était un peu comme je l'ai imaginé, une cuisine méditerranéenne, les goûts du Marseille. Le plat de Ludovic séduit presque tout le monde. Mais toutes les bouillabaisses se valent-elles? En menant notre enquête, nous avons vu de nombreux messages sur les forums où certains consommateurs crient à l'escroquerie. Mon Dieu, la honte! Des poissons complètement desséchés, émiettés. En plus de l'arnaque au niveau des prix, mieux vaut jeter son argent dans le vieux port. Bouillabaisse spéciale touriste, sans saveur, à éviter absolument. La plupart des commentaires font référence à des restaurants situés dans les quartiers les plus touristiques de la ville.
Alors, nous avons voulu comprendre si l'arnaque à la bouillabaisse y était répandue. Pour cela, nous avons donné rendez-vous à Alban de Chaumet, un véritable expert de la soupe aux poissons. Bonjour. Bonjour. Il a fait de ce plat incontournable marseillais un jeu de société pour enfants. Cet écrivain de formation milite pour que la bouillabaisse puisse recevoir la certification d'appellation d'origine contrôlée. C'est un des sujets les plus tabous à Marseille, puisque chacun y va de la sienne. Et dans cet esprit de tradition, on a aussi beaucoup de restaurants qui ne jouent plus le jeu aujourd'hui. Et en vendant de mauvaises choses aux touristes, c'est vendre mal l'image de cette ville. Donc comment fait-on pour différencier une bonne bouillabaisse et une mauvaise bouillabaisse? Alors le plus simple, c'est en goûtant une. On y va? Très bien. Alban nous amène, en caméra cachée, dans un des restaurants les plus décriés sur Internet pour la qualité de sa soupe de poisson. Bonjour. En regardant la carte, la première chose qui interpelle notre expert, ce sont les prix dérisoires, allant de 17,80 € à 25,40 €. Étonnant de pratiquer ces tarifs en proposant jusqu'à 5 poissons différents dans la recette. Nous optons pour le plat le plus cher. C'est difficile de mettre une bouillabaisse à la carte de façon quotidienne en fait. Aujourd'hui, de façon quotidienne, sans passer par la case congélation, c'est très très compliqué. Les produits de la mer viendraient-ils du congélateur? Pour le savoir, une seule solution, les goûter. Et le verdict d'Alban est sans appel. La vive, c'est du congelé, dans le sens où elle a perdu sa texture et où elle n'est plus ferme du tout et elle se détache trop facilement. C'est une espèce de bouillie de poisson. On est passé par la case congélation. Là, on est vraiment sur des produits qui sont loin d'être frais. Et l'arnaque ne s'arrête pas seulement aux poissons. La soupe est aussi loin d'être faite maison. Au niveau de la soupe, il y a énormément de restaurants aujourd'hui qui s'approvisionnent en boîtes de conserve, de soupe, et qui font cuire 2-3 poissons faits. Voilà, et ça, c'est une bouillabaisse. Pour le piège à touristes, c'est ça. Il s'agirait donc d'une simple soupe de poisson industrielle que l'on peut trouver en grande surface à moins de 5 € le litre et dans laquelle le restaurateur aurait fait cuire les poissons surgelés. Ce qui n'empêche pas, chaque année, 5 millions de touristes de se précipiter à Marseille pour goûter cette spécialité. Mais il y a aussi un autre symbole de la cité phocéenne qui fait déplacer les foules, c'est le mythique stade de foot Vélodrome. Ce soir, Marseille est en état de siège. L'Olympique de Marseille affronte son plus grand rival, le Paris Saint-Germain. Supporters, fumigènes et bousculades. Mais aussi un dispositif de sécurité renforcé. Camions de la Croix-Rouge, marins-pompiers et près de 500 policiers. Avant le coup d'envoi du match, les forces de l'ordre interpellent 7 supporters de l'OM et sont contraints de lancer une 50aine de grenades lacrymogènes. L'ambiance est électrique aux abords du stade Vélodrome, le nouveau joyau de la ville. Représente quoi pour vous le stade Vélodrome? Mon cœur il est dessiné, mon cœur c'est le Vélodrome, vous voyez. C'est une histoire, c'est un club, c'est plus que ça en fait. Inauguré en 2014 après les travaux qui ont coûté 268 millions d'euros, élu plus beau stade d'Europe lors d'un récent sondage, il est devenu à lui seul l'une des attractions touristiques les plus demandées à Marseille. Il accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. Et c'est à domicile que l'OM joue ce soir. Alors les fans sont certains de gagner. Regarde pour l'OM, 4-0, 4-0. On aimerait bien 2-1. Allez l'OM! Ils vont gagner l'OM. 3-0 pour l'OM. L'OM c'est dans le cœur, c'est la ferveur, c'est la fierté. C'est nous on est des Marseillais, on est pour Marseille, les Parisiens. On va les manger ce soir. Le match se joue à guichet fermé, avec plus de 65 000 spectateurs. Le record d'affluence est battu.
Pourtant, ce soir, les supporters de l'OM s'apprêtent à vivre le pire match de la saison. Le public il est là, il n'attend que ça pour s'enflammer. Les joueurs à moins de 20 minutes, ils tombent bousillés la première mi-temps. Le PSG enchaîne les buts. Le début d'une longue descente aux enfers pour l'OM. Score final 5-1. C'est la douche froide pour les supporters. Petite réaction à chaud. Une petite réaction. Non, merci. Petite réaction à chaud. C'est des chèvres. C'est des chèvres, voilà, exactement, c'est honteux. La honte là ce soir, c'est quoi cette équipe en bois là? Oh, le gardien c'est un fantôme. Vous connaissez Fantomas, c'est lui. Maintenant je vais être pour Lyon maintenant, je le dis haut et fort, je suis lyonnais. Mais le plus gros désastre s'observe dans les rues, aux abords du stade, où les déchets de la soirée se sont accumulés. Gobelets en plastique, canettes de bière et emballages de fast-food jonchent le sol par centaines. Et c'est un autre visage de Marseille qui se dresse. Malgré son grand lifting de l'année 2013, la deuxième ville de France a du mal à se débarrasser des clichés sur sa saleté. Entre incivilité des habitants et grève des éboueurs, les sacs poubelles débordent. Les rats sont même devenus, en quelques années, un véritable fléau que tente d'endiguer la municipalité. En vain. Dingue, hein. Toujours. My favorite. My favorite. Wow. C'est le cas d'Edmund Platt, un Anglais de 40 ans, fondateur de l'association Un déchet par jour. J'adore ce truc, ça fait bouger les choses. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec une vingtaine de bénévoles à la cité radieuse du Corbusier, dans le très chic 8e arrondissement de Marseille, à seulement 500 mètres du stade Vélodrome. Quel temps magnifique. Un pluie anglais pour un ramassage français. Qu'importe la météo, depuis 2 ans, Edmund organise plusieurs fois par mois des ramassages de déchets dans toute la ville. Bonjour. Hiya. Donne-moi ta main. Ça va? Yeah. Mobilisé encore, on va prendre la mégaphone. Selon l'Observatoire régional des déchets, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 400 kilos d'ordures par an et par habitant ne sont pas recyclés. Ce qui est presque le double de la moyenne nationale. Ça fait 3 mois que les ouais sont là. La mairie ne veut pas nous les ramasser. C'est fou ça. Un constat qui révolte de plus en plus les bénévoles d'Edmund. Ils sont en train de polluer notre ville et que tout le monde vient nous voir pour notre jolie ville et pas pour nos déchets. Et qu'après tout ça on le retrouve flottant dans la mer et que c'est pas très agréable quand on se baigne. Je me suis dit c'est fun, mais comment ça se fait que quelqu'un qui n'est même pas de Marseille puisse aimer encore plus la ville que nous? Nous qui sommes Marseillais, moi je suis une amoureuse de Marseille depuis toujours, mais c'est un Anglais qui est venu en fait nous aider et je trouve ça génial. Cet Anglais a découvert Marseille par hasard il y a 5 ans. Il partait d'Angleterre pour travailler en Italie. La cité phocéenne ne devait être qu'une escale sur son trajet et pourtant, c'est devenu sa ville de cœur. Moi, j'ai pas choisi Marseille, c'est peut-être Marseille qui m'a choisi. Marseille, c'est les calanques, c'est les plages, c'est l'accueil, c'est la chaleur. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des déchets par terre et des gens, cette réflexe de jeter de sa voiture, même les gens jettent toujours de leurs fenêtres. Et c'est à l'aide de son mégaphone fétiche Je sais que vous nous entendez. 1, 2. que l'Anglais tente de rallier les Marseillais à sa cause. S'il vous plaît, vous êtes tous bienvenus. Cette ville, c'est la meilleure ville du monde. Mais c'est dégueulasse. Quitte à employer la manière forte. Mais je veux cul, quoi. On est en train d'éveiller les consciences sur cette problématique. C'est à Marseille, les gens veulent les solutions, mais sans rien faire. Okay? Les gens veulent que ça soit plus propre, mais ils ne vont pas s'y mettre à l'acte. Son credo, rendre le ramassage de déchets fun et sexy. Ainsi, il invite tous les Marseillais à poster des photos d'eux en effectuant ce geste citoyen. La toile s'empare de sa méthode. Même les célébrités locales s'y sont mises. De la famille Manodou aux acteurs de Plus belle la vie, avec près de 15 000 followers, Edmund a réussi son pari sur le net, mais pas encore sur le terrain. On vient de ramasser 500 canettes de bière. Le bilan de cette matinée de ramassage paraît impressionnant, pourtant ce n'est rien à côté des 52 tonnes de déchets que l'association a collectées rien que l'année dernière.
Et si Edmund connaît la cité radieuse du Corbusier pour ses déchets, d'autres en raffolent pour son architecture. Ce quartier du 8e arrondissement de Marseille est un lieu typique de la bourgeoisie. Il compte de nombreux biens très haut de gamme. Des Parisiens jusqu'aux Londoniens, tous rêvent de s'y installer. La preuve, en 4 ans, Marseille a gagné 7518 habitants. Voilà, la cité radieuse qui est sur pilotis, du coup, qui a été créée par Le Corbusier et qui est très haute. Du coup, on arrive là-haut à plus de 50 mètres quand même, et c'est de là-haut qu'on a une vue sur la mer assez impressionnante. Fergus, un professeur d'anglais, en fait partie. Il vient de quitter Londres pour poser ses valises dans la cité phocéenne. Aujourd'hui, il est accompagné d'Amandine Coquerel, créatrice d'une agence immobilière de luxe, pour visiter l'un des 337 appartements prestigieux de la cité radieuse. Avec un prix moyen de 2610 € du mètre carré, soit 3 fois moins cher que Paris, Marseille connaît un boom immobilier sans précédent. Donc là, voilà, là on est dans la pièce à vivre du bas, avec une cuisine qui est une cuisine de Charlotte Perriand. Vous voyez la partie mezzanine. On est en duplex. De la cuisine au salon, en passant par la chambre, ce duplex de 160 mètres carrés séduit ce professeur d'anglais qui immortalise chacune des pièces. Donc là, c'est la suite parentale. C'est chic. Hein. Donc là, vous avez la salle de bain qui est faite en pierre de Jérusalem. Vous avez un dressing ici. Chouette. Et oui, qui est chouette. Et le clou de la visite, on peut ouvrir en accordéon les portes pour gagner, pour avoir un dedans-dehors assez marqué. C'est la luminosité, disons, du sud. Vous la sentez? Ouais, exactement. Et ça vous plaît du coup? Ah oui. C'est ça, Marseille, hein. En effet, c'est la mer d'un côté, plein ouest, et de l'autre côté, les collines, plein est. la vue sur mer, il n'en fallait pas plus pour convaincre ce Londonien. Marseille, c'est au début d'une transformation potentielle énorme. Et en fait, il faut que les Marseillais apprécient aussi qu'ils ont une ville avec plein d'avantages, beaucoup plus que d'autres villes sur le littoral méditerranéen. Il y a une qualité de vie qu'on cherche en fait. De retour à l'agence immobilière, il est temps pour le futur Marseillais d'évaluer le bien par rapport à son budget. Ça fait presque 700 000, mais avec les rénovations à faire, bon, j'imagine plutôt... Alors, ouais. Alors là, dans les faits, on peut être entre 50 et 100 000 € de rénovation. Et en termes de budget, donc on serait plus vers les 750, 800. Mais vous m'aviez dit que vous iriez jusqu'à 800. Il faut visionner. Hein. Oui, bien sûr. 800 000 €, soit près de 4 500 € du mètre carré. Une aubaine pour cet Anglais, car à Londres, les prix au mètre carré avoisinent les 17 000 €. Ça nous intéresse, franchement. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je reviens avec mon copain. Ça serait bien, peut-être la semaine prochaine. C'est ça. Des clients comme Fergus, Amandine en voit passer tous les jours. Parisienne d'origine, elle a senti le vent tourner il y a 4 ans et a décidé d'ouvrir à Marseille son agence immobilière de luxe. Aujourd'hui, la jeune entrepreneuse vend quotidiennement des biens qui vont de 190 000 à 2 millions d'euros. Moi, je vis complètement ce renouveau, mais ceci dit, je n'étais pas à Marseille avant. Est-ce que ça aurait pris comme ça a pris là? Est-ce qu'on aurait eu cette clientèle? Est-ce qu'on aurait rencontré notre cible? Je ne suis pas sûre, parce que c'est vraiment depuis que Marseille est dans cette nouvelle dynamique qu'on trouve nos clients. Nous, du coup, on suit, enfin les non-marseillais, on suit ce mouvement, voilà, ce nouveau mouvement et cette nouvelle énergie. Une recette qui marche. D'autant plus que d'après un récent sondage, Marseille décroche la 4e place des 10 villes françaises où il fait bon de s'installer, devant Paris. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers envahissent la ville et des projets sortent de terre chaque jour. Comme ici, rue de la République, dans le 2e arrondissement. 12 millions d'euros ont été investis dans cet immeuble haussmannien pour y construire des appartements haut de gamme destinés aux jeunes générations, avec espace de coworking, restaurant et même conciergerie. Un concept qui s'inscrit dans le projet Euroméditerranée. C'est le plus gros projet de rénovation urbaine de la ville.
D'ici 2020, certains quartiers deviendront de nouveaux pôles économiques, commerciaux et surtout résidentiels. L'objectif, faire rayonner Marseille à l'échelle internationale. Budget de l'opération, 7 milliards d'euros. Mais ce nouvel embourgeoisement urbain fait aussi des victimes. C'est le cas des habitants du quartier des Crottes, situé dans le 15e arrondissement. Il est 18h, à 2 pas du marché aux puces se dresse le siège du collectif On ne se laisse pas faire, dirigé par Claude Hirsch, réalisateur et membre d'un syndicat de salariés reconnu. On va démarrer. Si les habitants de ce quartier sont au rendez-vous ce soir, c'est parce qu'ils sont inquiets. Je veux dire, au fur et à mesure que ça s'avance, et puis en pire. Leurs maisons vont bientôt être détruites pour laisser place à une future ligne de métro. Voilà la carte. Ils se focalisent pour l'instant sur des zones précises. Là, c'est l'îlot à l'art qu'ils sont en train de construire. C'est fait pour des gens plus fortunés et c'est d'autres couches de la population. C'est bien le problème qu'on a avec le projet Euromède, c'est que ça ne concerne pas les habitants qui y sont actuellement. Se lever le matin, faire le tour de sa maison et se dire tiens, peut-être demain, je vais être obligé de partir. C'est presque inhumain. Depuis 2 ans, ces habitants vivent constamment dans la peur. Tant qu'il n'y a pas l'arrêté d'expropriation, elle ne peut pas le contester. Hein ? Tous se disent anéantis par la situation. Ça fait 56 ans qu'on est là. Depuis qu'on est mariés, on est là. J'ai eu mes enfants et tout. Et c'était notre maison. On se disait, bon, on va mourir là, on est bien. Alors moi, j'attends au dernier moment, quand ils commencent à casser, que je vois qu'ils vont faire le passage, à ce moment-là, je m'en irai. Je m'en irai pas avant. Beaucoup de révolte, beaucoup de colère contre ce système qui fait que on veut construire contre les gens et essayer de détruire tout ce qui était bien, tout ce qui faisait aussi la spécificité de Marseille. Le quartier des Crottes fait partie des 11 arrondissements les plus pauvres de France. Mais pour ses habitants, il a une âme que cette gentrification tente à faire disparaître. Ils sont en train de changer Marseille, c'est plus Marseille. Moi, je ne descends plus en ville parce que je ne me reconnais plus. C'est plus comme à l'époque. Ceux qui veulent le faire, oui, ça va améliorer peut-être le quartier, mais nous, on ne pourra pas y rester parce qu'on n'aura pas les moyens non plus. L'accord que propose Euromède, c'est de racheter les appartements et les maisons à leur prix initial d'achat. Mais avec l'inflation de l'immobilier à Marseille, les habitants ne pourront plus se reloger dans les mêmes conditions. Nous, ce qu'on pourrait demander, qui pourrait nous satisfaire, c'est que les gens soient relogés dans le quartier, dans les conditions égales ou supérieures à ce qu'ils ont, à un prix qui correspond à leurs ressources. Là, c'est pas le cas. Ben non, c'est pas le cas. C'est-à-dire, on nous a même dit, on n'a pas le droit de faire ça. Donc ça les expulse de fait. Alors, la rénovation de Marseille se ferait-elle au détriment de ses habitants ? Pour le comprendre, nous avons pris contact avec la société en charge des travaux dans le quartier des Crottes et qui est responsable des expropriations. On n'est pas là pour dire aux gens cassez-vous, on arrive. Au contraire, on est là pour intégrer ces gens-là, pour leur rendre la vie plus facile. Qu'est-ce que vous avez prévu pour aider les habitants des Crottes ? Il y a des gens qui choisissent de rester dans le quartier, donc on les reloge dans des logements neufs ou d'autres logements de type habitat social. Donc vous dites que vous les aidez à rester dans le quartier, parce que moi... Complètement. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils reçoivent comme ça l'acte, une procédure d'expropriation, ils sont paniqués. Et ça, moi, on le comprend parfaitement. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui sont souvent très attachés à leur quartier. Qui peuvent être âgés. Qui sont parfois âgés, qui ont toujours vécu là. Donc, on les accompagne. Voilà. Malgré les propos de la responsable de cette société, sur les 200 habitants du quartier des Crottes, une dizaine a déjà reçu leur acte d'expropriation. Mais pour le moment, il semble qu'aucun ne s'est vu proposer un logement neuf dans le futur quartier. Si Marseille ne cesse de changer et de se renouveler, il y a bien une institution qui ne bouge pas depuis 1921, c'est le Cercle des Nageurs. Camille Lacour, Florent Manodou ou Frédéric Bousquet ont tous vécu ici.
Alors, nous avons voulu percer les mystères de cette fabrique à champions. Bonjour Mehdi. Salut. Ça va? Nous sommes accueillis par Mehdi Metella, 24 ans. Ce Marseillais d'adoption a quitté Toulouse pour s'installer ici il y a 4 ans. Jeune espoir de la natation française, pour nous, il a accepté de jouer les guides. Situé à 50 mètres de la plage des Catalans, le Cercle des Nageurs est l'un des clubs français les plus prestigieux. Étendu sur 2 hectares, cette bâtisse domine le bassin méditerranéen. Donc on va pas mettre de bonnet, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Bienvenue à la piscine olympique. C'est là où je m'entraîne tous les jours. On va dire, c'est mon chez moi, 24 heures sur 24. C'est ici, dans ce bassin de 50 mètres, que s'entraîne 6 fois par semaine et 300 jours par an, Mehdi, médaillé d'argent du relais 4 fois 100 mètres des Jeux Olympiques de Rio. Mehdi, les gars, on y va là! Ces entraînements sont privés. Seuls quelques privilégiés ont le droit d'y assister, comme Camille, cette jeune fille de 22 ans. 19, 6, 3 et 3. Bien Mehdi. C'est un nageur hyper doué. Il a beaucoup de qualités et je pense qu'il va faire de belles choses en natation. Des fans au statut un peu particulier. Camille fait partie des 4200 membres très privés du Cercle des Nageurs. En effet, en plus d'être une écurie à champions, l'établissement est aussi un lieu de divertissement et de loisirs réservé à une clientèle triée sur le volet. C'est un privilège d'être au cercle. Le cercle déjà c'est sympa, on va pas se mentir, il y a un super cadre. On est tranquille, on a nos petites piscines, notre petite plage, nos petites habitudes, notre petit resto. C'est un peu une grande famille. 3 piscines, une salle de musculation, 2 restaurants. Le cadre est exceptionnel. Mais pour y accéder, mieux vaut montrer patte blanche. Il faut rédiger une lettre de moralité et être parrainé par 2 personnes membres du cercle depuis au moins 5 ans. Mais pour Catherine et Marion, l'endroit en vaut vraiment la peine. Quand vous n'avez pas le moral, vous vous mettez face à la mer, qu'elle soit belle ou pas belle, et ça va mieux. Un luxe qui n'est toutefois pas offert à tout le monde. Ici, le droit d'admission est de 1 800 € et la cotisation annuelle est de 1 460 €. C'est vrai que financièrement, ça demande un certain investissement. Entre effectivement partir peut-être 15 jours en vacances et pouvoir venir ici toute l'année, je crois que voilà, des fois il n'y a pas photo. Mehdi, lui, est entré ici grâce à son talent il y a 4 ans et a dû très vite s'adapter à son statut de VIP. Dès que je suis arrivé, mon premier approche par un membre du cercle, c'était de me demander une photo. J'étais un peu surpris, choqué, parce que j'ai pas l'habitude de ça. Et Florent, je me rappelle plus si c'était Florent, Fab ou Camille, qui m'a dit mec, commence à te préparer parce que ça va t'arriver souvent. Est-ce que vous êtes conscient de la chance que vous avez d'avoir un cadre de vie si sympathique ici pour s'entraîner au cercle? C'est sûr, c'est l'endroit de rêver de tout public marseillais de venir au cercle. C'est un peu dur d'accéder à ce lieu, mais quand on y est, on va dire c'est l'image rêvée. Alors, celles et ceux qui n'ont pas le privilège de faire partie de ce cercle très privé peuvent toutefois y entrer lors des grands rassemblements sportifs. Et ce week-end se joue le Meeting Open Méditerranée, une grande compétition internationale. 400 nageurs de 12 nationalités vont s'affronter sous l'œil attentif du parrain de cette 6e édition, Frédéric Bousquet, vice-champion olympique français. N'importe quelle compétition que l'on organise chez soi, elle a de l'importance. Et particulièrement lorsqu'on est au Cercle des Nageurs de Marseille, que l'on reçoit, que l'on est considéré, que l'équipe du Cercle des Nageurs de Marseille est considérée comme une des meilleures équipes au monde. Enfin, les nageurs ont envie de se montrer sous leurs meilleurs jours et d'être dans les meilleures dispositions possibles pour être performants. Mehdi est la tête d'affiche de cet événement sportif. Alors les yeux des 1000 spectateurs présents cet après-midi dans les gradins sont rivés sur le jeune espoir français. Quel nageur vous êtes venu soutenir aujourd'hui? C'est Mehdi Metella. Nous sommes venus soutenir Mehdi Metella. Pourquoi? Parce que c'est un nageur de la région et c'est une des têtes d'affiche du môme. Médaille d'argent pour les 4 fois 100 mètres de nagement à Rio, Mehdi Metella, sur Marseille. Le nageur de 24 ans a la pression, car il sait que le cercle fonde ses espoirs sur lui. Alors à chaque course, il joue sa vie. 48 secondes 56 plus tard,
C'est un homme rassuré qui sort des bassins. Mehdi réalise son meilleur temps de la saison. Même son entraîneur est bluffé. Il a fait une course pleine d'audace et il est payé, on va dire. Il est parti vite, il a tenu et il gagne. Il aime ça, il aime la lumière, il aime être chez lui. Ça lui tient à cœur de gagner chez lui. Pourtant, le vainqueur du 100 mètres nage libre a le triomphe modeste. Soulagé. C'est content, oui. Je suis peut-être soulagé pour mon coach, mais moi je suis pas soulagé parce que c'est pas fini l'entraînement. Très beau vainqueur de ce 100 mètres, Mehdi Mitela, c'est Marseille. Et c'est Florent Manodou, champion d'Europe et du monde, qui lui remet sa médaille d'or. La relève est belle et bien en marche. Une belle victoire pour Marseille, sacrée capitale européenne du sport en 2017. La cité phocéenne continue son lifting pour battre tous les records. À l'image de Barcelone ou de Londres, elle joue désormais dans la cour des plus grandes villes européennes. C'est la fin de votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. À tout de suite.